Le quartier de Gerland est situé le long du Rhône, au sud du 7e arrondissement de Lyon. Il prend son essor au début du XXe siècle, avec les grands travaux de la ville, dirigés par l'architecte Tony Garnier. Stades et abattoirs modernes accompagnent l'arrivée d'industries chimiques, alimentaires et d'un port sur le Rhône. Secteur d'immigration successive, c'est un quartier ouvrier avec ses habitations bon marché et ses baraques. Au début des années 1980, c'est la fin des usines traditionnelles de Gerland. Longtemps déconsidéré, ce quartier est alors l'objet d'un processus de transformation de grande ampleur. La délocalisation de l'école normale supérieure de la région parisienne à Gerland en 1987 puis en 2001 est emblématique de cette volonté. Industrie pharmaceutique high-tech, parc urbain, nouvelles habitations, activités d'enseignement et recherche de pointe, le quartier de Gerland fait l'objet d'un programme qui vise à transformer des territoires industriels obsolètes en cités du XXIe siècle. C'est un projet urbain concerté porté par des acteurs institutionnels. Ils élaborent une pensée politique du territoire, positive et mythique, qui légitime la métamorphose de la ville. Alors le démarrage du projet de Gerland, c'est une première tentative assez innovante dans les années 70 de refaire de la ville sur elle-même, avec un quartier qui se désindustrialise très rapidement, avec la fermeture de très grands établissements industriels, et donc d'énormes parcelles en fait à réurbaniser. L'idée et le premier mythe qui va venir un petit peu au secours du premier projet urbain de Gerland, c'est le mythe technopolitain, l'idée technopolitaine. C'est un premier projet qui vise à rassembler des investisseurs privés, notamment des investisseurs qui viennent créer ici des entreprises de haute technologie, et puis qui va s'appuyer sur l'arrivée assez providentielle de la première école normale supérieure, tournée vers les sciences dures et les sciences de la vie, et avec l'idée qu'avec l'arrivée de ces laboratoires de recherche, on va pouvoir faire la fertilisation croisée, c'est les grands mots d'ordre, entre d'une part la recherche scientifique la plus prestigieuse d'une certaine manière, et puis le monde de l'entreprise. Et qu'avec cela, on va pouvoir redynamiser économiquement Gerland et recréer de l'emploi, recréer une dynamique positive pour à nouveau urbaniser pour le XXIe siècle ce morceau de la ville qui lui remontait au XIXe. L'origine, c'est une terre qui était surtout très inondable. Et c'était surtout des activités industrielles avec, disons principalement tout ce qui tournait autour des abattoirs. Et puis il y avait également quelques industries un peu lourdes concernant le bâtiment, telles que l'entreprise Mur par exemple, qui fabriquait les ferrailles pour le béton armé. Et donc il y avait la fameuse expression de derrière les voûtes qui montrait un petit peu le mépris que l'on avait à Lyon pour les gens qui habitaient au sud des voies de chemin de fer. Et donc là, il y avait essentiellement deux grands territoires qui étaient concernés par cette appellation, Gerland et puis le sud de Perrache. Donc voilà, deux secteurs qui ont été très enclavés et qui aujourd'hui sont en train, je dirais presque, de prendre leur revanche compte tenu de l'avenir dont ils sont porteurs. Donc l'ENS Lyon, l'ENS Sciences 87, il me semble que c'est effectivement un fait générateur extrêmement important, sachant que l'ENS n'est pas venue à Gerland par hasard non plus, qu'elle s'est appuyée sur un terreau industriel qui existait, avec notamment les laboratoires Charles Mérieux qui se sont développés parce qu'il y avait les abattoirs à Gerland. Donc l'ENS Sciences, elle vient là, peut-être par une volonté politique, mais également parce qu'il y a un terreau scientifique qui existe à Gerland. Donc oui, c'est un fait générateur extrêmement important. C'est aussi un premier signe de l'investissement public majeur que va connaître ce quartier, ou que connaît ce quartier depuis 20 ans. Il y a eu d'une certaine manière un peu une pause, et puis Gerland s'est redéveloppé à partir d'un deuxième projet qui aujourd'hui repose beaucoup plus sur une idée de valorisation globale, de valorisation diffuse, dans lequel
la dimension culturelle et notamment l'arrivée de ce qu'on peut considérer comme une institution culturelle à haute valeur ajoutée, comme l'École normale supérieure lettres et sciences humaines, va apporter, mais pas de façon immédiate, plutôt par ce qu'elle symbolise et ce qu'elle cristallise, une valeur symbolique qui va pouvoir se transformer en élément de valorisation économique. Lyon a pu, je dirais presque récupérer les deux écoles normales supérieures, ce qui en plus, se produisant sur le territoire dont je viens d'évoquer l'histoire, montre à quel point ça a pu être perçu comme quelque chose de gratifiant pour ce territoire-là. Alors, nous sommes essentiellement une école qui s'intéresse à ce qu'on va appeler les sciences exactes. Nos formations sont essentiellement autour des mathématiques, de l'informatique, de la physique, de la chimie, de la biologie et des sciences de la Terre et de l'univers. Donc on est sur ce qu'on appelle le champ disciplinaire des sciences exactes, qui est complémentaire de celui qui est dans l'autre école, dans l'ensemble des champs disciplinaires de l'autre école, qui sont plutôt les sciences humaines et sociales. Donc au travers des deux écoles normales supérieures qui sont implantées à Lyon, vous avez une couverture, on va dire, globale de toutes les grandes disciplines qui font le monde universitaire. Donc l'ENS au départ repose sur un concours extrêmement sélectif. Vous avez plus de 3000 candidats et 114 qui sont reçus, qui deviennent des élèves de l'école normale, donc qui sont rémunérés, c'est la particularité, qu'en tant que fonctionnaires stagiaires. À côté de ces 114 élèves, nous accueillons chaque année à peu près le même nombre d'auditeurs et d'étudiants étrangers qui suivent notre scolarité. Il faut l'avouer, c'est vrai que le recrutement se fait essentiellement dans des milieux aisés, des milieux beaucoup à Paris, donc nous avons un recrutement qui ne correspond pas à la société française. Il s'agit de faire bouger les lignes, il s'agit d'ouvrir. J'ai engagé aussi une réforme de mon concours pour permettre de faire arriver à l'école des jeunes de milieux défavorisés, parce que c'est une vraie priorité. L'idée, en gros, était de dire on fait un technopôle ou une technopôle, je ne sais jamais comment on dit, sur le quartier de Gerland, c'est-à-dire d'essayer de construire ce mariage essentiel entre l'innovation, l'intelligence, l'entreprise, etc. Et l'école normale devait jouer le rôle du socle académique, de cette proximité de la recherche et de la formation de haut niveau. La question, évidemment, aussi bien pour le premier projet que pour le second, c'est ces projets sont réservés d'une certaine manière à une élite qui décide. Dans quelle mesure sont-ils partagés par la population de Gerland? Là, c'est évidemment un tout autre problème. À mon avis, il n'y a pas une attention suffisamment forte pour les gens populaires, les populations, les catégories populaires du vieux Gerland. J'ai l'impression qu'on les amène un peu à partir, alors qu'ils ont envie de rester, et pour des raisons de fric, de loyer, surtout de vie chère, les gens sont amenés à partir, et c'est dommage parce que c'est bien eux qui font le ciment d'un quartier, moi je crois. C'est aussi une de nos ambitions de se dire à Gerland, il manque de lieux de vie, il manque de commerce, il manque de services de proximité, il manque de services publics, et que le projet de Gerland dans les années qui viennent, c'est aussi de muscler un petit peu, de faire que les gens ils ne fassent pas qu'étudier ou que dormir à Gerland, mais qu'ils y vivent aussi. C'est pas simple ça. C'est vraiment un des aspects les plus compliqués du projet de développement de Gerland à construire. Avec la Fédération des centres sociaux, on a fait un débat qui s'appelait Gerland, un quartier à vivre ou un quartier à vendre. Et c'est vrai que dans le montage qu'on avait fait, c'était bien ça. C'était actuellement, est-ce qu'on n'est pas dans un quartier qui veut se vendre? On donne une image de Gerland. Bon, le Gerland technopole, le Gerland industriel, le Gerland, post-industriel, le Gerland qui attire avec des beaux quartiers qui vont être environnement top, des bâtiments nouveaux, enfin tout ce côté-là. Et au bout du compte, moi, c'est ma fonction en tant que directeur de centre social, si je dis mais les habitants là-dedans, qu'est-ce qu'on fait pour les habitants? Mais il va falloir que
que l'on fasse très attention à ça. C'est-à-dire si on veut garder ce côté, ce mariage un peu de l'impossible entre, je dirais, un quartier très populaire, au bon sens du terme, hein, un quartier populaire dans lequel on installe de la haute technologie, de ce qu'on va appeler de la matière grise, etc., eh bien, ça va se traduire par des choses très très bêtes. Les loyers vont augmenter, la sociologie du quartier va probablement changer. On a un peu l'impression de certains divorces entre les questions, je dirais, liées à l'exclusion sociale, qui sont renforcées dans le quartier de Gerland, et puis celui du développement économique. Même si le projet urbain se veut global et intégrer toutes ces dimensions-là, on a plutôt l'impression que c'est côte à côte et pas forcément intrinsèquement lié. L'idée, elle n'est pas sociale, elle est politique. L'urbanisme, c'est politique. On est obligé d'avoir ce qu'on appelle des mythes mobilisateurs. Et ces mythes mobilisateurs, ils ont pour objectif de mobiliser l'action collective. C'est le mariage des ambiguïtés un peu, c'est le mariage de choses qu'on ne pensait pas pouvoir réaliser. Implanter, je dirais, une école emblématique fondée sur la sélection, fondée sur l'excellence, s'implanter dans un ancien quartier ouvrier, vu de l'extérieur, c'était pas gagné d'avance. Nous sommes aussi assez fiers d'être dans une réalité qui est une réalité laborieuse. Nous ne sommes pas dans un quartier, entre guillemets, aisé. Nous sommes dans un quartier, effectivement, qu'il s'agit de construire. Mais ce qui est passionnant, c'est que c'est un quartier profondément tourné vers l'avenir, avec une croissance, comme Jean-Pierre Flaconnet se plaît à le rappeler, à 2 chiffres, et un quartier qui est en train de bouger profondément. Donc pour nous, qui nous situons, je dirais, au cœur de l'innovation, c'est extrêmement passionnant. On a un certain nombre de laboratoires qui comptent. Il y a des équipements. Bon, là, le Tony Garnier, avec de temps en temps des concerts, avec la jauge à 17 ou 18 000 places. Le stade de Gerland, qui est encore aujourd'hui occupé par 40 000 personnes tous les 15 jours. Gerland, pour nous, c'est pas un faubourg, c'est pas une banlieue, hein, c'est un quartier de ville. En plus, avec l'avenir prometteur qui est le sien, en liaison avec le confluent, je pense que d'ici quelques décennies, ce sera l'un des plus grands centres de l'agglomération lyonnaise, entendu au sens large. Bon, donc, bien évidemment, c'est parce que ce quartier aura beaucoup évolué. C'est aussi la force de Gerland d'être identifiable comme un quartier extrêmement qui bouleverse toutes les habitudes. Est-ce qu'il y a 10 ans... des personnes auraient dit on va vivre à Gerland, on les aurait pris pour des rêveurs. Là, aujourd'hui, c'est un quartier où on commence à avoir vraiment envie de vivre. Gerland, première phase avec l'arrivée de la première ENS, s'inscrit dans ce mythe de la technopole, entre recherche scientifique, de sciences dures et puis des entreprises de high-tech. Dans les années 2000, on a vu arriver un deuxième mythe en fait, de refondation, l'arrivée d'une image de marque apportée par une grande institution culturelle de prestige, c'est la deuxième ENS. La ville, elle est faite d'actions qui sont menées par des acteurs très, très variés, qui peuvent être privés, qui peuvent être publics, de différentes natures. Ils n'ont pas les mêmes tempos, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils sont parfois concurrents. Et donc, pour arriver effectivement à les faire marcher ensemble, pour coordonner, je dirais, ces acteurs sans lesquels on ne peut pas avoir de transformation urbaine, il faut avoir quelque chose qui suscite du désir. Et le mythe vient effectivement se donner une image un peu partagée, va essayer de créer un horizon à atteindre, un horizon rêvé, désiré, vers lequel on va chacun, de certaine manière, tendre nos forces dans un peu un mouvement collectif, pour développer notamment des territoires concurrentiels à l'échelle de la mondialisation.